Ok, bah, sans plus tarder, on peut commencer. Bah tiens, commençons par quelqu'un, toi le fan de Boston, mais malheureusement qui n'a pas donné tout ce qu'il a pu du côté de Boston. On peut commencer par Gordon Hayward, si tu veux bien. Ok. Hayward, dans 10 saisons sur la décennie, malheureusement seulement 9 vraies saisons. On est sur du 15 points de moyenne et 31 minutes par match, hein, mine de rien, sur la décennie entière, 31 minutes par match en moyenne. Mhm. Et même en termes de minutage complet, on est quasiment à 20 000 minutes, ce qui est assez énorme. On est à 19 700. C'est le 32e meilleur total de la décennie. Et même en termes de matchs joués, 641, c'est dans le top 50 également. Récompense individuelle All-Star en 2017. Et malheureusement, il n'y a que ça. Alors, ce que j'aime bien citer aussi, c'est les comparaisons au moment de leur draft, et notamment de NBADraft.net, un peu pour les taquiner. Alors pour eux, Gordon Hayward, à l'époque, c'était un mix entre Luke Jackson et Mike Dunleavy Jr. Est-ce que, est-ce que ça te parle déjà ces noms ou pas? Bah, Mike Dunleavy, oui. C'était Duke, ensuite c'était quoi? Pacers, Warriors, et tout ça. Chicago, ouais. Ça doit être parce que c'est un shooter ailier blanc, peut-être Ouais. sûrement. Et pareil pour Luke Jackson. Hein. Luke Jackson, non, ça me dit pas Moi non quelque plus. chose. Mais apparemment, c'était un top pick assez élevé, mais effectivement, il y a beaucoup de comparaisons shooter et blanc, j'ai l'impression. Ouais. Euh, Ah, mais si, Luke Jackson, il jouait au Cavs, je crois. il me semble aussi, ouais. Il me Ouais, semble aussi. j'ai sa tête dans un NBA Live petit, peut-être. Au niveau des surnoms aussi, que j'aime bien citer, mais là, pour le coup, il y a 0 surnom sur Basketball Référence. Absolument aucun surnom. Donc c'est un des seuls joueurs qui n'a pas de surnom loufoque du côté de Basketball Référence. Mais bref, passons. Rapidement, son parcours, et tu m'interromps quand tu veux intervenir. C'est un peu sa décennie à lui, hein, parce qu'il arrive en draft 2010. Ouais. C'est le 9e pick, donc il est pile dans la décennie. Il a 20 ans à l'époque. Première année un peu en rookie, un peu role-player et pas non plus un temps de jeu de fou. Il est à peine à 17 minutes par match. Et notamment devant lui dans la rotation, il y a des Kirilenko du côté de Utah, des CJ Miles, même des Rajabel un peu sur le poste 2. 2012, deuxième saison, il y a un vrai step-up puisqu'il a plus de 30 minutes par match déjà. Et puis sorti au premier tour contre les Spurs. 2013, toujours autour de 30 minutes par match et encore un mini step-up en plus au niveau offensif. Mais le vrai step-up, où on le voit un peu plus dans un rôle majeur, c'est 2014. Là, clairement, l'équipe est plus aussi bonne collectivement, mais lui assume beaucoup plus de responsabilités en termes de créateur, notamment. Ça fait pas les playoffs, cela dit. Il y a le fameux épisode de la Free Agency où Utah s'aligne sur une offre de Charlotte, une grosse offre, et donc le garde. 2015, on est sur du 35 minutes par match et quasiment 20 points et 4 assists, mais pas de playoffs, malheureusement. C'est un peu le problème de Gordon Hayward. 2016, pas de playoffs non plus, mais encore dans ce même rôle un peu majeur. 2017, enfin les playoffs, avec notamment l'arrivée de George Hill et l'émergence de Rudy Gobert en défense. Ouais. Ça fait les playoffs, ça passe le premier tour contre les Clippers qui étaient un peu blessés et ça tombe contre les grands Warriors de Kevin Durant notamment. Et puis l'épisode Free Agency où ça va à Boston, mais évidemment blessure dès le premier match, dès le premier quart-temps même de la saison 2018 contre les Cavs, hein, cette jambe ou cette cheville cassée, je ne sais plus, je crois que peut-être même les deux. Et puis fin de décennie, il revient pour le 2019, à peine en 25 minutes par match et pas du tout titulaire. Et quand même 2020, c'est vrai que ça on avait un peu oublié, mais il avait un rôle à plus de 33 minutes par match, pour vous dire un peu, pour situer du côté de ces Celtics-là. Mais encore une fois, donc Celtics de la bulle qui font finale de conférence, mais pas du tout dans un rôle majeur. Il y a des Tatum. En plus. C'est vrai. Mais donc même là, il revient, mais il y a des Tatum, même Jalen Brown, même Kemba Walker qui sont devant lui un peu en rôle de création. Donc voilà. Donc du coup, on peut enchaîner sur le côté un peu profil et performance. C'est vrai que malheureusement, moi j'ai un peu l'impression qu'il a mis du temps à exploser pleinement du côté de Utah et que la blessure lui prive un peu de son prime sur cette décennie, quoi. Ah, clairement. Pour moi, il bénéficie aussi l'équipe n'est pas très bonne et en plus on peut se dire quand elle est haute dans la draft, elle se rate, hein. Utah, Oui. dans le début de la décennie, ça draft, je crois ils sont 2 fois dans le top 5 et ils prennent Kanter et Exum. Ouais, il y a même Trey Burke qui est dans le top 10 aussi, il me semble. Très Burke, il y a Trey Lyles aussi, ouais. en fin de loterie. Quand tes 4 picks loterie de ta période Hayward un peu moins bonne, c'est Exum, Kanter, Trey Lyles et Trey Burke. C'est assez compliqué et c'est quand même gage de la qualité du jeu de Gordon Hayward et d'autres picks aussi, d'avoir été compétitif sur la fin de période, quoi. Sur la période 2014, 2015, 2016 et 2017 où il est All-Star, parce que le corps de joueur devait pas être celui qui était prévu de base, je pense, par Utah. Et c'est aussi parce qu'il a
Il a vraiment, vraiment, vraiment step up. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé très clean, peut passer, dribbler, shooter à bon niveau aux ailes. Et, euh, et je pense il avait quand même un, un, un plancher assez élevé, ce qui lui permettait d'être sur la décennie. On l'a vu même dans plusieurs contextes, toujours extrêmement utile en fait. Ouais, j'ai un peu l'impression que il a été mis dans un rôle de go-to guy, peut-être par défaut, si on peut dire, du côté de Utah, parce que comme tu dis, Ouais, l'équipe était un peu vide. Et c'était pas forcément un mauvais go-to guy, mais c'était pas non plus quelqu'un de transcendant dans ce rôle-là. Par rapport aux standards des joueurs d'élite, c'était clairement un go-to guy moyen, on peut le dire. Mais comme tu dis, il y avait ce côté. Dans le profil, en fait, il pouvait s'insérer à côté de n'importe qui, mais malheureusement, on est un peu obligé de juger ce qui s'est passé. Et ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'il ait jamais été à côté de quelqu'un, mais bon, voilà, on est obligé de prendre ce qui a été du coup. Euh, mais c'est quelqu'un, alors je sais pas toi, comment est-ce que tu l'évaluerais, mais à son pic, je sais pas moi, on est quand même sur du top, on n'est pas sur top 10, top 15, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, mais on est sur quelqu'un qui, comme tu dis, peut à peu près tout faire, c'est juste qu'il le fait pas à un niveau d'ultra élite, quoi, finalement. c'est ça, c'est ça. Mais on est sur quelqu'un qui le fait aux ailes, donc c'est quand même c'est plus rare que sur les postes extérieurs, peut-être, on va dire. Il le fait avec comme je dis, peut passer, dribbler, shooter. Son prime, c'est quoi? Entre les 2014 et 2017, peut-être? C'est ça, ouais. 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 Où il doit être en 25-5, peut-être, quasiment. Ouais. Franchement, c'est très positif, hein, dans une équipe qui fait les playoffs, comme tu l'as dit, où il est le meilleur. J'ai même, bon après, c'était voilé, peut-être que j'aurais du mal sur un éventuel quiz, mais j'ai du mal à voir à cette période-là. Bien sûr, il y a l'émergence de Rudy Gobert, mais quels sont ses autres lieutenants offensifs? Ouais. Parce que Paul Millsap n'est plus là. Euh, et c'est gage de son jeu offensif et de son plancher, en fait, très très haut. Tu savais soir après soir ce qu'avait apporté Gordon Hayward. Ouais, ouais, effectivement. Non, mais c'est presque limite sur le profil théorique, si on peut dire, un créateur secondaire d'une équipe d'élite, quoi. Hmm. Mais malheureusement, qui a fait 3 ans de go-to-guy un peu par défaut, 14, 15 et 16, 2014, 2015, 2016. Et il y a cette fameuse année où il est All-Star et où Utah est très bon, etc. Il est un peu, on va dire, l'option 1B avec George Hill. Hmm. Et dans une équipe qui a en plus un socle défensif assez bon pour que ça puisse passer comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'adore son pic en carrière. Hmm. Donc, on va dire, allez, cette année 2017, je trouve qu'il aurait pu s'insérer n'importe où. Mais malheureusement, déjà, on n'est pas là pour juger le profil théorique. Et malheureusement, il y a aussi un problème de longévité, quoi. Finalement, dans le sens où, voilà, il part à Boston, un peu dans les années où, du coup, il est censé exploser, hein. Il a mis du temps, mais voilà, 2017, on est sur un vrai deuxième, troisième option d'une équipe d'élite. Ça, c'est clair. Mais bah, derrière, il y a la blessure, ça met du temps, ça met plus de 2 ans à revenir, et même la troisième en 2020, bah, c'est encore possible. Donc, je pense qu'il va être plus bas que ce que j'aurais pensé de base, une fois que j'y réfléchis, dans le Hmm. sens où il n'y a pas la longévité. Et même, alors, je sais pas si tu peux un peu nous parler aussi des années à Boston. Euh, il a, comment dire, la blessure lui a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et c'est vrai que bah, 2019, il revient en sortie de banc, c'est sympathique. Et 2020, c'est pas mal aussi, mais rien de transcendant pour des standards exigeants d'un top 100, quoi, finalement. C'est ça. La deuxième année, elle est complexe. C'est une année de toute façon très complexe pour les Celtics de mémoire. Lui et Brown sortent du banc parce que euh, ça marche mieux avec Smart et même Morris parfois dans le 5. Ouais. Mais c'est une année où il y a faut jamais vraiment un 5 qui a été mis en place et qui, vous savez, c'est l'année où Boston sort contre Milwaukee. L'année d'après, par contre, il est vraiment bon de mémoire. Ouais. Il a 50% au tir, 38% à 3 points. Il joue 33 minutes par match. Euh, il est vraiment le connecteur entre Tatum, Brown et Kemba Walker. Le problème, c'est qu'il se blesse dans la bulle au premier tour contre Philadelphie. Il rate la série contre les Raptors de mémoire. Il revient contre Miami, mais il est pas à 100%. Il C'est revient encore le pied. timidement, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est encore la cheville de mémoire. Et encore une fois, bah, une déception, un what if, c'est pas le but de l'exercice, mais avec Hayward, je pense que c'est peut-être un des joueurs qui a le plus peut-être souffert de ça sur la Ouais. décennie. Mais c'est vrai qu'en plus, tu fais bien de parler de ça.
j'avais noté aussi. Le problème, donc pour moi, il y a de la longévité au haut niveau, hein, parce que la longévité, il l'a. Il a plus de 20 000 minutes, etc. Mais c'est juste qu'il a mis du temps à Utah avant d'être très valuable, on va dire, pour se développer finalement. Mais surtout, il n'y a pas non plus d'impact en playoff, quoi. Finalement, dans le sens où il y a très peu de campagnes. Et donc, voilà, en termes de. Juste en quantité, quoi, il y a peu, quoi. Il y a peu à se mettre sous la dent. Parce qu'il y a des playoffs une fois quand il est très jeune du côté de Utah, mais c'est pas son équipe, hein, c'est l'équipe de Al Jefferson. Lui, un peu role player, on va dire, mais en tout cas, 5e roue du carrosse dans le 5 de départ. Il y a une post-saison du côté de Utah 2017, où finalement, ils passent des Clippers blessés et ils se font balayer par Golden State. Et puis, donc, après, il y a la fin de décennie du côté de Boston, mais là encore, pas du tout un rôle majeur. Donc, problème de longévité pour moi, problème d'impact aussi en playoff comparé à d'autres où c'est très léger, quoi, finalement. Donc, je sais pas si on peut enchaîner avec ton classement ou est-ce que tu le situerais dans le top 10 actuel? À quel niveau? Je pense que je le mettrais entre Jrue Holiday et Kevin Love. Ouais. Ah, tu le mets quand même au-dessus de Kevin Love? Je pense. Ok. Ça va peut-être faire parler, hein, et je peux comprendre vraiment. Mais pour moi, Gordon Hayward, c'est un meilleur joueur que Kevin Love. Si on me dit, et il a même fait, je trouve, est-ce qu'il a fait une meilleure décennie? Ah non. Tu me mets le doute maintenant, mais. Mais moi, j'avais juste en dessous, justement. Ouais. Il doit être, et pour te dire, là, ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'adore le pic en carrière de Hayward et j'adore son profil beaucoup plus que Kevin Love, qui effectivement, je trouve, parfois un peu surestimé, entre guillemets, du côté de l'image collective, peut-être, on peut dire. Mais en termes d'impact accumulé, de valeur accumulée, j'ai quand même l'impression moi, je mets quand même Love devant. Okay. Et donc, je l'avais mis à peu près à cet endroit du côté Hayward, du coup. Juste derrière, du coup, je relidais Kevin Love. Donc, Kevin Love qui est 8e. Donc, je le mettrais 9e, a priori, pour l'instant. Donc, du coup, ça te va si on fait ça, on le met juste derrière Kevin Love Ouais, parfait. Ok. Alors, on peut finir effectivement par un quiz. T'as commencé un peu à l'évoquer. Peut-être tu redoutais tes performances. Alors, j'ai pas pris. Alors, ça va être un kické sur le terrain. Donc, il faut citer les joueurs qui sont sur le terrain pour l'action en question. J'ai pas voulu faire le kické sur le terrain au moment de sa blessure parce que en plus je voulais pas aller revoir la vidéo YouTube. J'ai fait un kické sur le terrain il fait un poster dunk sur Antetokounmpo. On est le 25 février 2017 et il est assez marrant. Tu vas voir. Est-ce que tu es capable de me citer? Donc, c'est un Utah-Milwaukee des joueurs 2017, des joueurs qui sont sur le terrain au moment où Gordon Hayward postérise Giannis Antetokounmpo. Bon, on va essayer. Rudy Gobert. Ouais. Gobert, Hayward, du coup. Ouais, Rudy Gobert, Hayward, Derek Favors. Derek Favors, évidemment. George Hill. George Hill, effectivement. Et donc, il manque un 5e joueur à Utah. Ouais, alors c'est quelqu'un qui a été le pote de Jabari Parker du côté de Duke. Oui, je sais, Rodney Hood. Exactement, c'est Rodney Hood. Et du côté de Milwaukee, alors c'est là que ça va être marrant. Alors Milwaukee. Alors il y a Giannis. Ouais. Jason Terry. Pas sur le terrain, non. Ok. Mais on est sur des noms what the fuck comme ça aussi. Ouais. Hein. Donc c'est l'année 2017, c'est l'année où, 17, ouais. où Milwaukee va en playoff, je crois. Ouais, je crois qu'ils font premier tour, ils perdent contre Toronto. Ok. Alors je vais te dire, il y a un ancien 2e pick de draft, très scoreur, mais c'est tout. Ah, Michael Beasley. Michael Beasley est là. C'est un de ses brefs passages dans diverses équipes. On a quelqu'un qui a été drafté, on l'annonçait comme à sa sortie de lycée, voire même ses jeunes années, comme le futur, un mix entre Kevin Durant et Kevin Garnett. Je sais pas si tu te souviens, toi, à l'époque. Thon Maker. Thon Maker, effectivement, est sur le terrain. Ouais. Oui, il doit y avoir Thon Maker. Il y a peut-être John Henson. Pas sur le terrain. Après, on a un héros des finales 2015. Un héros. L'Australien, là. Exactement. Della Vedova. Della Vedova est sur le terrain. Ah, mais je me souviens de cette équipe des Bucks. Il n'y a pas le Bosnien? Pas sur le terrain. Mais par contre, on a un ailier qui a commencé à Chicago, qui là est à Milwaukee et qui est connu pour être très efficace, mais sur très peu de tirs. Tony Snell, effectivement. Donc voilà. C'est moche. Hein. On est 4 ans avant le titre. Ouais. Et l'équipe sur le terrain, c'est Giannis Antetokounmpo, Thon Maker, Michael Beasley, Tony Snell et Della Vedova. C'est pas non plus un énorme Milwaukee. Bref.